Cette Cube Radio. On parle, vous allez voir où on s'en va, on parle de simulateur cardiaque, pacemaker. Souvent, quand on dit pacemaker, on pense à une personne âgée, mais ça peut arriver chez les jeunes aussi, et c'est le cas de l'humoriste Pascale Marino. Elle est humoriste, comédienne. Vous la voyez, entre autres, parce qu'elle fait des sketchs pour imiter, entre autres, les masculinistes avec sa collègue Magali. Elle a fait plusieurs balados. Vous la voyez un peu partout, même si elle est diplômée depuis 2022. Sa carrière est florissante. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci. On te reçoit à l'émission, entre autres, parce que la semaine dernière, tu as fait une publication pour nous rappeler qu'il y a 1 an, ton conjoint t'a retrouvé par terre. Ouais. Super inquiet, arrêt cardiaque. C'est pas banal. Oui, absolument. En fait, à ce moment-là, on n'avait aucune idée que c'était un arrêt cardiaque que j'avais vécu, qui a duré comme pas loin de 1 minute 40, on estime. Oui, assez long moment. Donc, une chance que mon conjoint était à la maison. Lui, il a juste entendu le corps tomber. Et puis, il a eu le réflexe de commencer à faire des manœuvres de réanimation et d'appeler, évidemment, les secours. Puis là, on m'a ramenée et là, j'ai été prise en charge à l'hôpital une première fois. Puis après ça, en tout cas, on est tombé dans tout un cycle là, où ça revenait, mais de façon sporadique. On comprenait pas trop ce que c'était. Puis il a fallu éventuellement un plus gros arrêt au volant. Oh, tu as eu un arrêt cardiaque au volant. Ouais. Et, comment ça s'est passé, ça? Écoute, on pensait à ce moment-là que je faisais de l'hypoglycémie. T'sais, on avait tellement investigué, on avait enlevé toutes les possibilités par exemple, d'épilepsie, des troubles neurologiques. On avait testé pour du diabète, des trucs comme ça, de la ferritine, la thyroïde. T'sais, on était rendu dans des affaires plus niches. Puis on n'a jamais pensé que ça pouvait être cardiaque. Parce que les symptômes puis de la façon que ça se présentait, ça avait pas l'air d'être un enjeu cardiaque. C'est ça qui était quand même particulier dans mon cas, c'est qu'on pouvait pas déterminer ça d'emblée. Ah, ben oui, OK, moi, j'avais pas de douleur à la poitrine, j'avais pas de paralysie, j'avais des sueurs froides, un étourdissement, puis paf, je partais. Ça prend une couple de secondes, puis au sol. Ah, j'avais même pas le temps de me rendre au bout de ma pensée de j'ai chaud, puis j'étais déjà partie. Hi. Ça va vite, là. Donc, et au volant, est-ce qu'il y a eu accident? J'ai été très chanceuse, là, c'est-à-dire que j'ai pas frappé personne m'a frappé non plus. En fait, c'est quand même drôle, là, parce qu'à ce moment-là, comme je disais, on pensait que c'était de l'hypoglycémie. Moi, j'animais un spectacle dans le coin de Mont-Tremblant. Je dormais à l'hôtel. Puis quand je me suis réveillée, j'ai réalisé, il n'y a pas de resto dans l'hôtel. Fait que je me disais, moi, si je suis hypoglycémique, il faut que je mange rapidement le matin. Fait que là, je me dis, bon, parfait, je vais prendre ma voiture, je vais bien trouver un resto pas loin. Mais tu sais, en région, ça peut être un petit peu plus long. Fait que là, le temps file, puis je vois le grand M de McDonald's. Puis je suis comme, yes! Et je ralentis pour rentrer dans le stationnement du McDonald's. Puis c'est là que j'ai fait un arrêt cardiaque. Et j'ai traversé le boulevard des 2 voies inconscientes. Et j'ai fini dans un arbre de l'autre bord du boulevard. C'est vraiment un miracle que j'avais pas frappé personne, que personne m'a frappé. Puis c'est un miracle qu'il y a eu un McDo parce que McDo a sauvé ma vie. Parce que c'est là que ça t'a aidé à ralentir. Si je ralentissais pas, je suis pas sûre que j'étais encore ici, moi. Puis est-ce qu'il y a eu des dommages de cet accident-là? Est-ce que tu as été blessée? Non, par chance, parce que justement, je ralentissais, donc j'avais pas le pied sur l'accélérateur. Tu sais, moi, je le nomme comme ça. Tu sais, au final, j'ai fait en tout 7 arrêts cardiaques. Fait que j'ai l'impression que j'ai comme eu une 8e chance à la vie, là. C'est vraiment... je me sens très, très privilégiée d'être ici. Ça a aucun sens, en fait, que je sois là. Mais c'est pas fou. croyable. C'est fou. Puis à chaque fois, quand tu te réveilles, par exemple, tu es dans ta voiture, là, tu finis par te réveiller, ton corps reprend finalement. Oui, exactement. Puis tu se sens comment? Tu réalises ça comment? Est-ce qu'il y a un brouillard mental? La première fois, c'était vraiment particulier parce que là, je m'étais vraiment assommé la tête aussi en tombant. Donc là, la première fois, je me souviens de me dire, quand j'ai repris conscience, je me disais, tu rêves, faut que tu te lèves. Puis là, il y avait mon conjoint qui disait, non, reste couché. Puis j'étais comme, non, je dors, faut que je me réveille. Puis là, éventuellement, ça s'est replacé. Puis là, j'ai compris, OK, là, j'ai senti la douleur à la tête. Là, j'ai réalisé que j'étais tombée. Puis là, j'ai pris conscience de la gravité de la situation. Puis c'est ça qui est arrivé les 6 autres fois aussi, c'est que il y a comme un petit moment de flou. Puis à un moment donné, là, je réalise, OK, c'est réarrivé. Mais on savait pas que c'était cardiaque. Écoute, là, on a fait tellement de tests avant de réaliser que avec l'accident de voiture, là, j'ai été hospitalisée pendant plus d'1 semaine, là, 8 jours
à Maisonneuve-Rosemont pour qu'on investigue sérieusement. Là, Puis comment ils ont fait pour réaliser que c'est ton cœur, finalement, qui s'arrêtait comme ça? Ben écoute, même là, après le 8 jours d'hospitalisation, on n'avait pas de réponse. Puis tu sais, j'en ai passé là, des tests en cardio, encore une fois en neuro. Écoute, j'ai été tellement bien prise en charge, mais on n'a pas trouvé la cause encore aujourd'hui. On ne sait pas. C'est vrai. On ne sait pas qu'est-ce qui cause ça. Par contre, l'option qu'on avait, puis c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est rendu à l'époque de l'humanité où on peut mettre ce qu'on appelle un reveal cardiaque. Donc, c'est comme un petit moniteur. Moi, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont ouvert au niveau du sein gauche et ils m'ont mis une genre de clé USB qui est pas un défibrillateur, qui n'est pas un pacemaker, c'est un moniteur. OK. Donc, ça va calculer des données. Et ça, j'avais une application sur mon téléphone cellulaire qui était reliée à l'hôpital. Et si j'avais des symptômes, étourdissement, évanouissement, maux de cœur, je rentrais la donnée pour dire, OK, à ce moment-là, j'ai vécu ça. Et là, eux, ils pouvaient dire, bon, ben on a les données. Ah oui, OK, à ce moment-là, ton cœur roulait à temps ou ben, littéralement, j'ai fait un arrêt cardiaque de 22 secondes. Ça a été capté grâce au moniteur. Ça a été envoyé directement à l'hôpital. Puis écoute, c'est le cardiologue lui-même qui m'a appelé pour faire « Oh, on l'a. Là, c'est clair. Arrêt cardiaque, 22 secondes, pacemaker. Réglé. » C'est fou, hein? C'est grâce à cette technologie-là. Oui. Mais ça, j'imagine que ça va permettre éventuellement de sauver plein de vies parce Absolument. que dans ton cas, c'était pas viable d'avoir 7 arrêts cardiaques en combien de temps? 1 an? 4 mois à peu près. 4 mois, 7 arrêts cardiaques. Oui. Puis quand tu étais jeune, il n'y avait aucun problème. Non. C'est pas croyable. Non, c'est ça qui est fou. Donc, j'étais vraiment pas une patiente qui était prédisposée à avoir des enjeux cardiaques. Moi, j'ai fait toujours beaucoup de sport, donc beaucoup d'endurance. Tu sais, si j'avais eu une problématique au niveau du cœur, on aurait senti ça bien avant. Écoute, j'ai fait des tests de tapis roulant. Là, je veux dire, il y avait 4 cardiologues dans la salle. Ils étaient comme, ben voyons donc, rendu là en pente de même, à avoir une conversation en sprint. Tu sais, ils étaient comme, ça n'a pas de sens. On sait pas c'est quoi. Puis encore aujourd'hui, c'est ça, je dis, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause le problème, mais on a trouvé la solution à ce problème-là. Pacemaker. Et le pacemaker, comment tu vis avec ça? Ben des fois, là, je suis rendue au stade où je l'oublie. Tu sais, il faut comme je me rappelle des fois que je l'ai. Puis pour moi, ben ça vient de... Tu sais, ça me rend quasiment émotive, mais ça vient de me donner la chance, le privilège de croire à une super belle vie. Tu sais. Pendant des mois, à un moment donné, quand tu sais pas ce que tu as, l'errance médicale, ça peut être vraiment... une forme d'angoisse, de stress très, très lourde à porter au quotidien. Mais maintenant que j'ai ça, moi, j'ai le droit de rêver à une belle vie. Je veux dire, je vais toujours être reconnaissante de ça. Là. C'est une inquiétude que tu avais? Absolument. Absolument. Moi, j'avais perdu mon permis de conduire, évidemment. Après ça, je suis humoriste. Ma job, c'est d'aller partout au Québec faire des shows. J'avais plus droit à ça. J'avais arrêté le sport. Ça fait partie de mon quotidien, c'est tellement essentiel. Je savais pas si je pouvais recommencer à voyager, si j'étais assurable ou pas en voyage. À 33 ans, ça donnait l'impression que ça allait être une vie un petit peu plus tranquille. T'sais. Donc là, moi, j'ai la chance de tout reprendre ces activités-là. Puis non seulement de les reprendre, de les savourer. Oui, hein? Ça a changé ça, ton regard? Ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que ça a changé? On le dit souvent, là, mais c'est précieux, ce qu'on a. Moi, j'étais très anxieuse de performance. Moi, j'étais toujours en mode faut que je sois la meilleure, faut que je score à chaque fois. Cette pression-là, partie. Là, je sais, attends, t'es ici, t'as la chance de, par exemple, reprendre mon métier. Avant de monter sur scène, moi, là, je voulais toujours là, comme contrôler chaque micro-mot. T'sais, là, maintenant, c'est comme tu t'en vas parler devant une foule, les faire rire. En tout cas, j'espère. Mais c'est un privilège. Quelle chance. Je savoure pour vrai chaque moment. La perspective de ce que c'est que de vivre, que d'être entourée, de reconnaître que je fais partie d'un clan solide. C'est une chance, là. Je suis reconnaissante de tout ça. Tout ce qui m'est offert. Ouais. Sans cette difficulté-là, c'est quelque chose que tu avais peine à percevoir avec la performance La vie qui va vite. C'est quelque chose qu'on prenait pour acquis, peut-être. Oui, je pense que dans le tourbillon de la vie, dans, tu sais, là, les chiffres sur les réseaux sociaux, la performance de ci, de ça, ça vient de prendre le bord. C'est plus important, ça.
La sensation physique d'avoir un pacemaker, c'est quoi? Ben, moi, ce que je ressens, je ne vais pas sentir un choc électrique, là, parce que je sais qu'il va quand même me choquer pas mal tous les jours. Ah oui? Ouais. Là, ce qu'on a compris, normalement, ça change aux 10 à 12 ans. Moi, mon dernier suivi, c'était comme, moi, ça va être aux 8 ans, toi. On va être sûr parce que ça a l'air qu'il est très fonctionnel. Moi, ce que je vais sentir, c'est qu'au repos, souvent, mon cœur va avoir tendance à diminuer. Puis c'est là que je vais avoir un choc. Fait que tout d'un coup, je vais être assise, puis pouf, mon cœur va être comme à 120. Je fais, ah, OK, là, je viens de me faire choquer. Fait que c'est plus l'espèce de palpitation de post-choc que je vais sentir que vraiment le choc en tant que tel. Est-ce qu'il y a des places ou des choses que tu ne peux plus faire? Est-ce que ça vient avec une condition, ça, de porter un pacemaker? Ben écoute, à part booster des chars. Puis danser un slow avec un micro-ondes en fonction, chose que je faisais pas nécessairement avant. Il y a pas grand-chose que je peux plus faire. Tu sais, la technologie est bien avancée. Je peux même, tu sais, parler dans des micros sans fil. Avant, ça aurait pu être un problème, tu vois. Là, moi, je peux. La seule chose, c'est que je faisais du jiu-jitsu. Imagine-toi donc. J'aimais ça, moi, étouffer des grands gaillards pour le plaisir, comme ça. Ça, je peux plus parce que c'est trop du contact corps à corps. Les risques d'endommager ou de blesser au niveau du pacemaker sont trop importants. Ce qui fait que même les sports, le judo, le karaté, tu pourrais pas faire ça. C'est ça, tout ce qui est arts martiaux. Ouais. Exact. Mais autrement, tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner toutes les semaines. Je peux faire plein de sports. Je peux jouer au hockey. Je peux faire je peux m'entraîner. Je peux tout faire. Tu sais, à part le jiu-jitsu. Puis sinon, pour vrai, j'ai à peine une petite douleur, une petite sensation que je le sens quand je lève le bras, mais à peine. C'est vraiment pas grand-chose là, pour tout ce que ça peut m'apporter. Puis est-ce que même quand tu traverses, par exemple, dans les magasins, là, quand on entre, on sort des magasins ou les aéroports, est-ce que ça, c'est un mythe de dire que ça sonne? Ben, en fait, j'ai une carte puis je dois la présenter, surtout à l'aéroport ou, tu sais, dernièrement, je suis allée à la Coupe Rogers puis il y avait ben là, ils vont me faire passer par un autre chemin puis ils vont soit prendre un appareil manuel qui émane moins d'ondes, ou ils vont juste faire une fouille, tu sais, sans appareil. Oui, sans que tu passes à travers cette affaire-là. Oui, juste par précaution. Ouais. Mais tu vois, même à l'aéroport de Montréal, on est rendu avec un système qu'ils ont juste à changer le mode, puis je passe à travers quand même. Là. C'est tout. Ouais. Puis le fait que ta vie a pris comme un tout autre sens maintenant que tu as un pacemaker, ce qui fait que même s'il y a eu opération, même s'il peut y avoir une cicatrice, c'est pas des choses qui te dérangent? Non, pas du tout. Non, au contraire, moi, je l'aime, ma cicatrice. Ça fait partie de mon histoire. Ça s'imprègne dans mon corps. Mais j'ai pas de honte à avoir ça. Au contraire, pour moi, c'est la preuve que j'ai été prise en charge puis qu'on est rendu avec une technologie qui me permet de vivre plein de belles choses encore. Donc, j'ai pas de honte à la montrer, ma cicatrice. Puis quand on parle, on le sent que ça vient de chercher. Oui, vraiment. Parce que je fais partie des privilégiés qui n'ont pas de séquelles majeures. J'aurais pu, juste avec la chute, perdre l'usage de mes jambes, de mon corps. J'aurais pu perdre la capacité à communiquer. Puis c'est ça mon métier, c'est ça mon moteur. Communiquer, aller à la rencontre des autres. J'aurais pu faire partie de celles qui ont des séquelles qui met un terme à ce privilège-là. Donc, je suis émotive, mais je suis très, très heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui, de pouvoir communiquer, parler de mon histoire, mais juste entrer en contact avec les gens, c'est fou. Est-ce que ça change ta façon, justement, d'être sur scène? Parce que t'animes aussi, des soirées dans les casinos Montréal. On disait aussi à Hors-d'onde, c'est Mont-Tremblant. Oui, exact. Tu fais aussi des balados. On te voit beaucoup sur les réseaux sociaux avec ta collègue Magali, où vous vous moquez gentiment des masculinistes. Vous êtes très active. Est-ce que ça change ta façon, justement, d'aborder ton métier? Absolument. Ça fait que je le savoure dans sa totalité. On n'est pas nombreux à pouvoir dire qu'on vit de notre créativité. Donc, des fois, quand on est dans cette espèce de, comme on en parlait tantôt, un peu le tourbillon de vouloir performer, de vouloir faire notre place, on perd un peu de vue la chance de faire partie de ceux qui peuvent même rêver de vivre de la création.
moi, j'en vis maintenant. Donc, Oui, t'es capable? oui. Oui, absolument. Et ça fait partie des projets qui me permettent de le faire. Donc, moi, dès que je rentre en studio avec ma chum Magali, dont je capote sur Magali, elle est tellement drôle. Là. Les gens, allez voir Magali Saint-Vincent partout. Elle est trop le fun. Brillante, hilarante. Je peux juste être heureuse de faire ce métier-là. Ben, Jean-François, on peut peut-être entendre un bout du balado, justement, là, sur les masculinistes, justement. C'est quand même assez drôle. Ce duo-là là, fait rire, puis vous êtes très présente. Moi, chaque fois, là, ça me vient me chercher. On n'entend pas parce que c'est Des temps de Troisième Guerre mondiale. C'est ça qu'on nous dit. On augmente leur anxiété. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Boum Desjardins? On n'a plus le droit à boum, on n'a plus le droit à la chicane en général. Les camps de jour, c'est comme l'équipe Timbits de l'armée. On apprend à être un bon soldat, on chante les chansons. Un petit boum à chicaboum, ça replacerait le monde dans le sens qu'il faut aller. Yes! Bon, ça, c'est les camps de jour. Puis on a aussi le sketch des femmes soumises. Là, si jamais, Jean-François, tu l'as pas loin, sur Instagram, ça nous fait vraiment rire parce que ça a été le sujet aussi de l'heure. Qu'est-ce qui vous donnait envie, justement, d'aborder ce sujet-là qui est très sensible aussi? Ben, écoute, moi, c'est ça. Mais mon algorithme, là, il est pas très sain, là. Malheureusement, ça me prendrait 2-3 vidéos de Golden Retriever pour rééquilibrer, là, c'est sûr. Mais ça fait longtemps que je suis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Puis je voyais la montée, là, justement, de cette pensée très traditionnelle, même très limitante pour les femmes, prendre de la place aux États-Unis. Là, j'ai vu que ça s'est rendu en Europe aussi beaucoup. Puis je sentais que ça allait arriver au Québec d'une seconde à l'autre. Quand il y a eu un premier buzz autour de ce sujet-là, moi, j'ai fait... Si on tenait ce discours-là, mais qu'on inversait les rôles, on verrait encore plus à quel point c'est absurde comme réflexion, que c'est basé sur rien, en fait, aussi. Il n'y a pas de fondement logique à ça. Puis ça a juste été de faire, on va inverser les rôles. Si 2 femmes disaient ça sur leur conjoint, on se ferait traiter de folle et de contrôlante, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ben, c'est l'effet que ça fait, on peut écouter. Je demande à mon chum, qui est quand même un pourvoyeur, qui fait plus d'argent que moi, puis qui pèle l'hiver. Des fois, je lui demande, comme ton shaker sale, tu peux-tu le mettre dans la vaisselle? Non. Franchement. Oh, ma gueule, ta gueule, Patricia. Là, t'es menstruée, puis c'est tes menstruations qui parlent, pas toi. Faut pas ouvrir sa bouche dans ce temps-là. Souvent, je me dis ça. Chut, 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 chut. Ben, tu sais, ça fait réagir, tu disais? Mon Dieu, tellement. Ah oui, hein? Ah oui. Ah, qu'on s'en fait dire des affaires tous les jours. Les gens sont frustrés de ça? Ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas saisi que c'était de l'humour. Fait que ceux qui n'ont pas saisi que c'était de l'humour, ils nous disent qu'on est des bonnes cruches contrôlantes. Puis moi, je suis comme, si tu trouves que ça, c'est un comportement contrôlant, j'espère que tu t'empresses à aller le dire quand t'entends des gars le dire sur Internet aussi que c'est contrôlant et abusif. Puis sinon, il y a beaucoup de monde qui sont juste beaucoup d'hommes qui nous crient on ne devrait pas avoir ce droit de parole-là. C'est-tu vrai? Ben oui. Ben oui, tous les jours encore, on reçoit dans nos messages des menaces, puis c'est ça, des commentaires extrêmement désobligeants. Moi, je pensais que ça faisait assez l'unanimité. C'est quand même drôle. Là. Vous servez de l'humour pour dénoncer des comportements toxiques. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a la même vision sur ce sujet-là. Puis il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une attaque. Je peux comprendre que, oui, effectivement, on se moque. Donc, ça peut être perçu comme une attaque. Mais oui, il y a des gens qui sont fâchés qu'on dise ça, là, bien sûr. Menace. Ah oui, puis on se fait traiter de tout et non pas possible. Puis après ça, on a tellement une super communauté qu'on est rendu au stade où j'ai même pas besoin de leur répondre que... Ça t'affecte pas, ça? Ben beaucoup moins, là. Tu sais, avant, quand c'était plus moi qui gérais nos pages de médias sociaux, oui. Là, maintenant, c'est qu'on a une communauté qui est extraordinaire puis qui va monter au bat pour nous, là. Donc, puis aussi, je pense que on en parle tellement, puis c'est ça la beauté, puis l'importance de parler de ces sujets-là, tu sais, c'est que ça fait prendre conscience à ben des gens qui savaient même pas que ce mouvement-là existait, que ça existe. Juste te donner un exemple, moi j'ai une mère qui m'a écrit ce soir au souper, mon gars de 12 ans, il s'est mis à pleurer en disant « Est-ce que je suis trop dans une énergie féminine, maman? » Puis là, elle savait pas de quoi il parlait, mais on en a fait une vidéo de ça. Puis quand elle a entendu ça, elle a fait « OK, mon fils consomme du contenu masculiniste et pense qu'il est dans le tort d'avoir une sensibilité. » Fait que là, elle a pu adresser à son fils
toute la problématique de ce discours-là. Jamais j'aurais pensé que de faire une capsule humoristique, ça pouvait avoir même cet impact-là. Mais écoute, ça arrive encore aujourd'hui des parents qui nous écrivent pour faire... Quand j'ai vu que vous existiez, j'ai compris de quoi vous riez. J'ai fait des recherches, puis là, j'ai vu que chez les jeunes, c'est partout, là, ces discours-là. Là. Puis les parents sont dépourvus, là. La plupart, on ne sait pas trop comment agir. Tu ne veux pas briser le contact avec ton jeune, mais tu veux interagir. C'est très délicat comme enjeu. Tout à fait. Puis moi, évidemment, je ne suis pas ni psychoéducatrice, ni intervenante, mais je le vois qu'il y a beaucoup de parents qui sont très inquiets de cette montée du discours masculiniste. Oui. Grâce à l'humour, finalement, je trouve que c'est une autre façon de l'aborder plutôt qu'être moralisateur. Oui, tout à fait. Ouais. Cette discussion-là aurait pu durer des heures, mais merci de ton passage à l'émission, Pascal Marino. On pourra te voir en première partie de Liliane Blanco-Binette. À chaque fois, son nom là, est très long. Je suis en merde, Liliane. Puis Maud Landry également. Oui, voilà. tout à fait. Et les Casinos de Montréal. Merci infiniment de ton passage. On est bien content que ça se passe bien pour toi, ta santé. Merci de ton témoignage, ta générosité aussi aujourd'hui. Un plaisir, merci à vous. Si d'autres jeunes dans la trentaine, finalement, portent un pacemaker, se sentiront moins seuls. Oui. D'ailleurs, c'est sûr que quand on a entendu ton histoire, moi, ça m'a surpris. Là. C'est la première fois que j'avais contact avec quelqu'un d'aussi jeune qui avait besoin de cet outil-là. On va en discuter d'ailleurs avec un professionnel au retour parce que c'est pas banal comme expérience. Qu'est-ce qu'on fait aussi si on voit quelqu'un en arrêt cardiaque comme ça? C'est pas banal non plus. Donc, on en discute. Si vous avez des témoignages à ce sujet-là, vous avez envie de réagir, 187 Cube Radio, 1877-827-2346.